Bonjour à tous, il est 18 h et c'est vendredi, c'est donc l'heure des mots de la musique. Bonjour André-Paul. Bonjour Jim. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jim. Comment allez-vous ? Oh, pas mal. Très bien. Très bien. On va continuer notre voyage cette semaine. La dernière fois, nous étions encore en Autriche, du côté de Vienne. Cette fois-ci, on part beaucoup plus à l'est, puisqu'on arrive en Russie. Et oui, lors des précédentes émissions, nous avons tourné les pages de la vie de Beethoven et écouté quelques-unes de ses nombreuses créations. En fait, nous espérons qu'ainsi sa musique vous deviendra, à vous, auditeurs, plus familière lorsque vous écouterez 2 de ses trios et 2 de ses concertos lors du festival Pornic Classique, qui est prévu, je vous le rappelle, les 23, 24 et 25 octobre. Et puis, il faut dire aussi que Beethoven a influencé tous les musiciens qui l'ont suivi à travers toute l'Europe, et notamment l'école russe. Il fait partie de notre patrimoine culturel occidental, de nos riches racines occidentales. Et celles-là, il faut quand même qu'on essaie de les garder de tout cœur. Alors, pour garder en souvenir ce compositeur amoureux de l'humanité, rappelez-vous son ode à la joie, je vous propose d'écouter le second mouvement du concerto numéro 5, qui sera interprété au Festival Pornic Classique le dimanche 25 octobre, par l'orchestre Padeloup de Paris, un orchestre très ancien, avec en soliste le pianiste François Dumont. Alors rappelez-vous notre précédente émission, Beethoven commence à composer ce concerto numéro 5 en pleine guerre napoléonienne. Il a les oreilles cassées par le bruit du canon, par le bruit des bottes, par le clairon. Ça le gêne. Il a même très peur. Donc, il compose le premier mouvement et il arrête. Et puis, une fois, heureusement, la paix revenue, il va reprendre ses compositions dans un tout ordre état d'esprit. Dans le premier état d'esprit, il avait écrit sur sa partition à l'assaut, etc., victoire. Là, on est en paix. Et vous allez sentir que sa musique n'est plus du tout la même. Par contre, la fin du morceau est on écoutera un peu un morceau de ce rondeau qui est tout plein de joie. Une Alors, grande différence, on écoute tout de suite.
Pourquoi tu ne parles pas de l'école russe? Bon, ça vient, ça vient. Hein. D'abord, vous vous rappelez cette musique qui introduit l'émission des mots de la musique que nous écoutons depuis le début? On va vous la réécouter. C'est une promenade. Dans les mots de la musique, je vous promène dans le temps et dans l'espace du monde musical. Avez-vous reconnu ce thème, Jim? La promenade, non, parce que vous me l'avez soufflé, mais sinon je ne le connaissais pas. Eh bien, c'est la promenade des tableaux d'une exposition de Modeste Moussorgsky. Alors là, elle est interprétée par François Dumont, comme toutes les pièces de Moussorgsky que nous allons écouter dans cette émission d'aujourd'hui. Alors François Dumont est très connu à Pornic, c'est un pianiste, il est donc le directeur artistique des concertinos de Pornic et de Pornic classique. Mais en tant que pianiste, il est apprécié dans les grandes salles de concert de la planète. Alors évidemment, on n'y pense pas toujours que c'est un très grand pianiste international, il est tellement gentil et d'une telle simplicité avec son public qu'on l'oublie parfois un peu, mais il faut le rappeler. Donc, Moussorgsky est né en Russie en 1839, 12 ans après la mort de Beethoven, ou dans une famille aisée de propriétaires terriens. Il faut vous rappeler qu'au XIXe siècle, la Russie était un empire immense construit par Pierre le Grand et Catherine II de Russie, où les nobles étaient riches encore au XIXe siècle grâce au travail de leurs serfs qui cultivaient leurs terres et qui vivaient, eux, dans une extrême pauvreté. Alors, dans cette aisance, ces aristocrates s'occidentalisent, la culture allemande et la culture française se développent dans de somptueuses demeures. On y écoute, par exemple, des œuvres de Beethoven. Et le jeune Modeste Moussorgsky reçoit une formation musicale solide de sa mère, qui est une excellente pianiste. Ah ben, les femmes n'ont pas à travailler, bien sûr, ni chez elles, ni à l'extérieur, donc elles ont le temps de faire du piano. Et à 9 ans, Modeste joue devant un public une œuvre de Liszt et, en plus, un concerto de Field. Ah, Field, peut-être que ne connaissez-vous pas bien Field. C'est un compositeur irlandais, mais il est l'inventeur du nocturne bien avant Chopin. Alors j'ignore quel concerto pour piano de Field Modeste a joué, mais je vous en propose un pour vous faire connaître ce compositeur un peu oublié, né en 1782, donc 28 ans, si je compte bien, avant Chopin. Le concerto numéro 1.
Alors, quant à Moussorgsky, il faut rappeler qu'il descend d'une famille noble. Dans ses ancêtres, il y a eu des princes, s'il vous plaît. Et il est normal dans ce cas qu'à 13 ans, il rentre à l'école des cadets de la garde impériale. À 17 ans, il y est toujours. Il est beau, il a de belles manières, un bel uniforme, un nom connu, une bonne famille. Et il joue merveilleusement bien du piano. Alors bien sûr, il est invité dans tous les salons de Saint-Pétersbourg. Et là, non seulement il rencontre du beau monde, mais surtout il rencontre des compositeurs qui sont aussi invités, compositeurs russes. Et évidemment, il décide de quitter l'armée et de se consacrer à la musique. Il va même prendre des cours, pas beaucoup, mais un peu, des cours de composition. Et en 1861, si vous comptez, il a 22 ans. Il forme le groupe des 5. Nous, en France, on aurait un groupe des 6, mais un peu plus tard. 5 compositeurs russes qui veulent porter haut les couleurs de la musique russe pour en faire un art national inspiré de la musique populaire de leur pays. Il faut rappeler que Modeste Moussorgsky a été élevé par une nounou russe qui lui chantait pour l'endormir toutes ces chansons populaires russes. Alors dans ce groupe, il y a Kui, Balakirev, peut-être vous avez oublié ces noms, mais vous avez déjà entendu parler de Borodine et de Rimsky-Korsakov. Mais tiens, on s'envole un peu plus loin dans les steppes de l'Asie centrale composées par Borodine. Un voyage aérien? Ah oui, pas à l'époque. On écoute dans les steppes de l'Asie centrale de Borodine. Quel beau voyage. Vous avez imaginé l'espace, les chevaux, voilà. Oui, mais les tableaux d'une exposition, c'est à Saint-Pétersbourg. Oui, j'y arrive. On va y arriver au tableau d'une exposition. Le groupe de 5 à Saint-Pétersbourg se fait connaître. Borodine compose le Prince Igor et Moussorgsky, Boris Godounov. En fait, ce sont des pans de l'histoire russe racontés en musique dans des opéras. Mais comme toujours, l'histoire rattrape la vie des compositeurs. En 1863, le servage est aboli en Russie. Les idées de liberté transportées par Napoléon à travers l'Europe font leur chemin. Alors la main-d'œuvre devient chère.
et Moussorgsky est ruiné. Et il doit travailler comme employé administratif. Oh, bah, vous pensez, c'est pas son truc, hein. Alors il se console dans la musique, mais aussi, hélas, dans l'alcool. Il n'est plus le beau jeune homme fringant. Il a des poches sous les yeux, il grossit. Mais il lui reste ses amis artistes, musiciens, peintres, et parmi eux, le peintre Hartmann, qui est illustrateur, mais aussi architecte. Très lié avec Hartmann, et voilà que, à 39 ans, brutalement, Hartmann décède d'un anévrisme. C'est pour Modeste un choc, une grande peine. Alors un journaliste, Stassov, qui est aussi critique d'art, organise à Saint-Pétersbourg une exposition des œuvres de Hartmann. Moussorgsky est invité au vernissage, il est enthousiaste et il a l'idée de la traduire en musique. En fait, sa musique à Moussorgsky, c'est de décrire des choses, c'est pas de la musique intellectuelle, d'écrire des paysages, d'écrire des sentiments. Alors, il écrit à son ami journaliste Stassov en juin 1874. Les sons et les idées planent dans l'air. Je les gobe et je m'en goinfre. Et c'est à peine si j'ai le temps de les griffonner sur le papier. Les transitions sont bonnes, en forme de promenade. Je veux réaliser cela au plus vite et d'une main ferme. On aperçoit ma physionomie dans les interludes. Pour l'instant, je trouve cela réussi. Et oui, d'habitude, Moussorgsky est un peu besogneux en composition. Il met du temps, il les reprend. Mais là, il compose ces tableaux d'une exposition en quelques temps, rapide. On a écouté La Promenade, donc on imagine que ce Moussorgsky se promène dans l'exposition de tableau en tableau. Et nous voici arrivés devant le premier tableau, qu'il a baptisé Gnomus, un petit gnome difforme, allongeant des pas maladroits sur des petites jambes tordues. Et il aurait été inspiré par le dessin un peu succinct d'un jouet pour enfants, un casse-noisette. Comme quoi l'inspiration peut se déclencher à partir d'un dessin d'enfant. Pourquoi pas. Voilà. D'ailleurs, Tchaïkovski a écrit aussi un casse-noisette. Mmh.
l'architecte Hartmann préconisait un nouveau style d'architecture qui concilia les éléments naturels russes d'architecture, alors c'est-à-dire les isbas paysannes et les demeures princières, avec le style européen. Alors dans ce but, il avait entrepris un voyage de 8 ans à l'étranger. 8 ans, vous vous rendez compte, en France, en Italie, en Allemagne. Et il en avait rapporté une grande partie de dessins, des tableaux, des aquarelles, et qu'on a présenté à cette exposition. Mais il semble que Mussorgsky ait fait aussi travailler sa propre imagination. En effet, par exemple, le vieux château, italien parce qu'il a dit Castello Vieco, je crois en italien, avec un troubadour qui joue de la musique devant, n'a sûrement pas été dessiné par Hartmann qui, lors de ses voyages, ne s'est intéressé en Italie qu'aux demeures princières du XVIIe siècle. D'ailleurs, Debussy a dit de la musique de Mussorgsky: Jamais une sensibilité plus raffinée ne s'est traduite par des moyens aussi simples. Cela ressemble à un art de curieux sauvage qui découvrirait la musique à chaque pas tracé par son émotion. Un curieux sauvage. Oui. Eh bien, on va écouter la douce nostalgie de ce Castello Vecchio. Le vieux château.
Alors, Mussorgsky aime les contrastes. Et de ce vieux château italien, il nous emmène aux Tuileries, au jardin des Tuileries à Paris. Hartmann est bien allé à Paris et a crayonné quelque part un coin des Tuileries, mais sans enfants. Mais l'imagination de Mussorgsky rajoute des enfants qui courent, qui se disputent dans les allées. Alors on écoute les Tuileries. Et sans transition et sans promenade, probablement peut-être les tableaux étaient proches, toujours pour les contrastes, nous voici en Pologne, avec le tableau qui s'appelle Bydło, je vous traduis, un chariot polonais, qui représente un lourd chariot avec des roues immenses tirées par des bœufs. Mais Hartmann n'est pas allé en Pologne. Et ce tableau n'a jamais été mentionné dans l'exposition. Bonne question. Ben voilà, c'est ça. On peut s'en poser des questions et on peut répondre avec l'imagination de Mussorgsky. Peut-être a-t-il vu un tableau qui ressemblait à ça chez son ami Hartmann. Mais on peut aussi l'interpréter autrement. On peut dire que ce chariot représente le rouleau compresseur, la colère des serfs broyant tout sur leur passage à travers les longues plaines de Russie. Écoutez le lourd pas pesant et régulier des bœufs qui ressort au-delà de la mélodie qui existe. Ensuite, une promenade mélancolique en mode mineur. En musique, le mode mineur, c'est une question d'accord, c'est celui de la tristesse et de la nostalgie. Les compositeurs l'utilisent parfois, ils passent d'un mode majeur à un mode mineur pour traduire leurs sentiments. Mais cette promenade est très mélodique et elle nous conduit au tableau suivant, dont on est sûr là qu'il a existé. Car Hartmann avait dessiné des costumes pour un ballet qui faisait danser des poussins en train d'éclore. Alors, on ne peut pas vous le montrer, mais le tableau représente des œufs avec des petites pattes et des ailes qui en dépassent. Mais par contre, Mussorgsky a imaginé le bruit, c'est-à-dire les coups de bec et les pépiments.
On l'écoute. À travers tous ces voyages, Hartmann nous emmène au marché de Limoges, d'où il a ramené quelques esquisses de profils de femmes, de paysannes. Mais Modeste imagine. Il imagine leur commérage endiablé. Et d'ailleurs, dans une conversation, il les raconte. On écoute, c'est le commérage endiablé. Toujours amoureux des contrastes en musique, après une visite dans les catacombes de Paris où Modeste dialogue avec son ami défunt, je vous les laisse découvrir, sur Internet par exemple, il revient à des souvenirs d'enfance, des contes que lui racontait sa nourrice. La maison de Baba Yaga, la sorcière. Tous les petits Russes connaissaient la maison de Baba Yaga, la sorcière. Et il existait chez Hartmann une horloge qui représentait une isba montée sur des pattes de poule. Alors là, il l'a dessinée, on en est sûr. Et la sorcière, ce serait sa maison, mais elle ne peut sortir que par la cheminée, montée sur son balai. Alors, voici Baba Yaga.
Et l'exposition se termine par le projet de la porte de Kiev. Le 4 avril 1866, le tsar Alexandre II échappe de justesse à un attentat dans la capitale de l'Ukraine. Afin de commémorer cet événement, un concours est ordonné pour la construction d'une grande porte à l'entrée de la ville de Kiev, sur les lieux même de l'attentat. Victor Hartmann, artiste et architecte, est candidat à ce concours. Le dessin d'Hartmann représente son projet de construction d'une porte d'entrée pour la ville, de style russe, ancien massif, avec une coupole en forme de casque. Ça aussi, il l'a vraiment dessiné. Mais malheureusement, la porte ne sera jamais construite. Donc, on ne peut pas vérifier. Mais ça donne naissance à une musique assez monumentale. On écoute. Les œuvres de Moussorgsky ne rencontreront pas le succès, à une époque où ces audaces passent pour de la maladresse. Il faut quand même être audacieux pour dessiner, pour représenter la musique de Poussin. Alors il terminera sa vie à 42 ans, complètement miné par l'alcool. Encore un voyage dans l'histoire, avec une géographie toujours changeante. Cette fois-ci, dans cette émission, on a eu beaucoup d'images, à partir de dessins notamment, qui se sont exprimés à travers la musique. C'est ça la magie de la musique classique aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots, et
la musique à elle seule est capable de créer dans l'imaginaire des spectateurs, des auditeurs, tout un monde. Rappelez-vous notre première émission. J'y pensais justement, ouais, Voilà. où on avait vraiment posé... Et je n'avais pas parlé de Moussorgsky pour vous réserver Moussorgsky pour aujourd'hui. Voilà. Merci encore André-Paul, Jean-Pierre. On peut peut-être rappeler... grâce, par l'intermédiaire en tout cas de François Dumont, par lequel on a écouté beaucoup d'œuvres dans cette émission, qui est également directeur artistique des 2 principaux festivals de musique classique qu'on connaît à Pornic. On pourrait rappeler justement les dates. Alors, le festival Pornic Classique, c'est le 23, 24 et 25 octobre. D'accord, on a encore un petit peu de temps. On a encore un petit peu de temps, hein, et il y aura un beau programme qu'on présente, mais qui se trouve sur Internet. Dès maintenant, on peut aller et voir le programme qui figure. Sur porniclassique.com. porniclassique.com. Voilà. Un petit mot des concertinos. Oui, eh ben ces concertinos, nous espérons pouvoir vous en proposer un le 19 septembre, il est prêt. Et là, on va encore voyager. On vous emmène en Espagne. D'ailleurs, je pense que la prochaine émission vous emmènera en Espagne. Très bien, ça sent le flamenco. Oui, ça sent le flamenco, puisqu'il y aura une danseuse de flamenco, une guitare et un violoncelle. On peut dire que c'est la famille Grisard, qu'on connaît bien à Pornic, mais toujours très appréciée. Et ce sera l'amphithéâtre. Au mois de septembre. En attendant, on vous souhaite à tous des beaux mots de la musique en écoutant cette émission que vous pouvez retrouver également le dimanche en rediffusion. Merci encore à vous deux. À bientôt. À bientôt, Gilles. Merci, Gilles.